elle et d'autres femmes de sa génération ont traversé pendant cette période de guerre et d'après-guerre, ça lui a donné une force à rebondir et de rester. Elle disait toujours, ich bin ein Stehaufmännchen, ça veut dire, quoi qu'il arrive, je me redresse. Ouais. Et tu vois, c'est ça qui me revient comme enfant. Eh bien, bonjour Irina, merci de te prêter au jeu de l'interview de notre chaîne Parole de Vie. Donc, est-ce que tu peux dans un premier temps te présenter, dire un petit peu d'où tu viens, de quel milieu social, avant de rentrer dans le vif du sujet? Alors, je m'appelle Irina, je vis dans le Lot actuellement, dans un très bel endroit qui est une ancienne ferme restaurée par nos soins avec mon mari. Et je suis pas du tout du Lot au départ. J'ai une maman allemande, berlinoise, et un papa normand. Et ces deux-là se sont trouvés dans les années 60 en Suisse romande, dans la région de Lausanne, au bord du lac Léman. Et c'est là que je suis née. Donc de ce couple bilingue et multiculturel. Et donc je suis née à Lausanne, sur les bords du lac Léman. J'ai passé toute mon enfance là-bas et j'ai fait mes études mes études secondaires et puis après universitaires. J'ai étudié le droit, donc j'ai fait à l'époque, il fallait faire 4 ans d'université pour avoir la licence en droit et pouvoir exercer comme juriste. J'avais l'opportunité de compléter ces études en faisant le barreau pour devenir avocate. C'était une de mes ambitions de petite fille. Quand j'avais 10 ans, j'avais suivi là je fais un peu une digression, mais j'avais suivi le procès de Barbie comme enfant et ça m'avait beaucoup marqué en fait. Je suivais les informations avec mes parents à l'époque et cette barbarie, cette injustice m'avait beaucoup marqué à l'époque et j'avais dit à ma maman, plus tard je serai avocate pour défendre les opprimés. Bon, j'ai fait du droit, mais je suis pas allée jusqu'au barreau parce que finalement, cette ambition d'entrer dans le monde du droit et de la profession d'avocat m'était plus aussi séduisante. Voilà. Mais j'ai officié comme juriste pendant pratiquement 20 ans. Voilà. Donc j'ai travaillé dans le domaine d'abord du droit pénal. Ensuite, j'ai travaillé dans le domaine dans différents postes du droit pénal, comme secrétaire juriste, comme greffière, comme juge des conciliations. Et puis, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de ces questions de droit pénal. Et surtout, j'avais eu l'occasion, grâce à cette profession, d'aller sur des lieux, des scènes de crime et également des scènes de ce qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas si on dit toujours ça dans le jargon, mais de mort suspecte.
Donc sur des lieux où on ne sait pas de quoi la personne est morte, ça peut être un suicide, ça peut être un arrêt cardiaque, mais voilà, quand c'est un peu suspect, eh bien le juge se déplace et puis vient voir avec la police de quoi il s'agit. Et donc, entre la fin de mes études et puis cette période de droit pénal, j'ai eu l'occasion aussi d'entrer, d'aller avec quelques étudiants en médecine légale, donc de voir des morts. Et tout ça, en fait, ça m'a beaucoup bousculée et bouleversée. Donc, je me suis fait la réflexion que le droit pénal et ce métier était fascinant, mais peut-être un peu dur pour mon degré de sensibilité. Et la vie a fait que j'ai pu postuler à un poste de juriste, mais dans un tout autre domaine qui était le droit de la protection de la nature et en particulier les eaux, donc le droit de la protection des eaux à Genève. Et donc pendant 16 ans, j'ai officié comme juriste et puis après responsable de service juridique à l'État de Genève comme juriste dans le domaine de la protection des eaux de surface, donc rivières, lacs, des eaux aussi en partie des eaux souterraines et des eaux transfrontalières, puisqu'à Genève, on était en même temps occupé à gérer les eaux en Suisse et celles qui s'écoulaient en France. Voilà, donc ça c'est un peu mon parcours professionnel pendant 40 ans. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance, des souvenirs que tu peux avoir de la petite Irina? La petite Irina. Là, tu me prends, tu me prends sur le vif, là. L'enfance, c'est... ce qui me vient comme ça, c'est quelque chose de très cosmopolite, en fait. C'est en même temps une vie en Suisse, donc c'est là que j'ai grandi, avec une maman allemande. Donc, toutes nos vacances, on les passe... Et une maman allemande et un papa français. Donc, en fait, tous nos temps de vacances, on les passait ailleurs qu'en Suisse. Donc, la Suisse est restée pour moi synonyme de lieu de vie et de travail. Mais dès qu'on partait en vacances, c'était soit la Normandie, donc chez mes grands-parents du côté paternel, près de Granville, entre Caen, Granville, Cherbourg, le Mont-Saint-Michel et un peu la Bretagne aussi, mais tous ces espaces-là pour les vacances d'été souvent. Et en Allemagne, on allait 1 à 2 fois dans l'année en Allemagne, à Berlin, chez ma grand-mère ou à Hambourg, chez ma tante et mes cousins. Et vraiment, j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance qui sont liés à cette mixité, de parler plusieurs langues, de devoir s'adapter à des façons de faire, à des ambiances différentes. Chez ma grand-mère à Berlin, chez mes grands-parents en France, où c'était des ambiances complètement différentes, tu vois. Et ce qui me vient vraiment là de très clair, c'est la différence d'ambiance qu'il pouvait y avoir entre une partie de ma famille et l'autre partie. Et c'est comme enfant de devoir s'adapter toujours en fait à ces changements de culture, changement de langue, changement d'éducation. Du côté de mon papa, c'était une éducation très vieille France, j'aime bien dire vieille France, grands-parents, de la petite bourgeoisie française, enseignants, maîtres des écoles, directeurs d'école. Tout était très cadré, un peu rigide.
bienveillant, gentil, mais un peu strict. Et de l'autre côté, du côté maternel, quelque chose de complètement différent, très chaleureux, beaucoup plus dans le jeu, l'amusement, on se déguisait, on jouait aux cartes. Ma grand-mère, mes grands-parents, mon grand-père était un peu plus artiste. Il dessinait, je me souviens, il dessinait des croquis dans des cahiers que j'avais, il dessinait très bien. Et ma grand-mère, elle, elle avait vécu la guerre. Elle était jeune femme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et cette souffrance, tu vois, ça m'émeut. Je sais pas si on laisse ou on coupe. Tu verras. Oui, ça m'émeut de parler de ma grand-mère maternelle. Elle t'a raconté des détails de la guerre, hein, tout ça. Mm. Oui, et surtout ce qui me fait, ce qui remonte là à la surface, c'est que cette souffrance, cette, cette lutte pour l'existence que elle et d'autres femmes de sa génération ont traversée pendant cette période de guerre et d'après-guerre, ça lui a donné une force à rebondir et de rester, elle disait toujours: Ich bin ein Stehaufmännchen, ça veut dire quoi qu'il arrive, je me redresse. Ouais. Et tu vois, c'est ça qui me revient comme enfant. Que tu sens sous la trame les souffrances qu'il y a pu y avoir, mais de jamais laisser paraître ça aux enfants. On a toujours été joyeux, on n'a jamais manqué de rien, on a toujours été accueillis dans la joie. Et on est issu de la force de nos grands-mères, en Oui. fait. Ça me parle aussi, ouais. Ouais. Et cette force transcendante qu'il y a chez les femmes de notre famille. Tu en as hérité aussi. Je sais pas, mais en tout cas, elle me bouleverse. Ouais, c'était des fortes femmes, elles avaient des trucs. Ouais. Ouais, peut-être je peux compléter juste par rapport à ma grand-mère et cette force, cette résilience qu'elle a fait les marchés. Tu vois, elle avait étudié, elle était secrétaire, elle avait travaillé dans des études d'avocat, elle avait fait différentes choses, mais après la guerre, il fallait se, se réinventer, se débrouiller, et donc elle est partie. Je crois, on m'a raconté, elle est partie avec quelques bas de nylon et quelques chaussettes sur les marchés dans les années 50, fin des années 40, vendre quelques morceaux de tissu sur les marchés avec un petit chariot. Et petit à petit, eh ben, elle a monté son business. Et puis, elle avait un stand au marché. Et enfant, je me souviens que l'été, on partait le matin tôt sur les marchés, on chargeait la voiture, le coffre, puis on mettait plein de trucs, des bijoux, de la pacotille, des chemisiers, des jupes, pas mal de vêtements pour femmes. Et puis on allait comme ça, le matin, vivre cette expérience avec eux. Et jusqu'à la fin, jusqu'à ses 96 ans, elle était battante. Elle a arrêté les marchés peut-être après, quand elle a eu 80 ans, après elle a arrêté. Mais elle a toujours travaillé courageusement
et dans une sorte de joie. Voilà. Oh, moi, ça m'émeut aussi. Parce que ma grand-mère a fait la même chose. Elle a cherché des vêtements sur Paris, je ne sais pas pourquoi sur Paris, et elle les revendait sur les marchés. Et j'ai les souvenirs de mes grands-parents faisant les marchés, on allait les voir et on récupérait. Tu vois, c'est fou, quoi. Alors, je ne sais pas si ça a répondu à ta question sur l'enfance, mais c'est bizarre comme il y a des trucs qui viennent Oui. en rapport avec les générations d'avant. Ça, c'est plus important pour moi que d'avoir joué à la Barbie ou d'avoir, tu vois, c'est Ouais. Moi, plutôt je le suis lien. persuadée que ça nous constitue. Ça nous constitue, ça. Le lien intergénérationnel. Ouais, toute cette tranche de vie, c'est vraiment fascinant parce que elle m'a raconté sa période de femme à lutter pendant la guerre. Donc, elle partait la nuit, parfois hors de la ville, pour aller voler des patates et des navets dans des champs, dans des prés, pour ramener un peu de nourriture à la maison. Elle m'a raconté que quand ma maman est née, en 45, en septembre 45, donc ils entraient dans l'hiver, il faisait très froid et ils avaient presque pas de charbon, c'était très difficile de chauffer la maison. Donc il me semble qu'elle me racontait qu'elle devait parfois ouvrir le four. Ils avaient des fours qui marchaient au gaz de ville, ou je sais pas exactement comment ça fonctionne à l'époque, mais elle mettait le berceau de ma maman tout près de la cuisinière pour qu'elle se réchauffe. Et après, quand nous, on était enfants et qu'on allait à Berlin pendant toute cette période où il y avait encore le rideau de fer, j'avais 10 ans, donc dans les années de 84 à 89, on va dire, eh ben, on montait en train, souvent en train à Berlin, de Lausanne à Berlin. On mettait une journée, plus de 10-12 heures de train, avec quelques changements. Et puis surtout, à partir d'une certaine gare, il fallait traverser toute la zone. Enfin, il y avait une zone libre et puis une zone enclavée pour entrer dans Berlin-Ouest, donc dans la partie libre. Et donc, pendant tout ce trajet en train, je me souviens toujours de la gare de Halle. On arrivait toujours de nuit, et ça sentait le charbon, la houille. Et ces trains, ils devaient rouler très lentement parce que c'était une zone frontière. Ils devaient rouler très lentement aussi parce que c'était des vieux trains et puis que les rails, à mon avis, enfin les voies ferrées, elles n'étaient pas en super état. Et on arrivait après sur place à Berlin-Ouest, où ma grand-mère vivait dans le quartier de Neukölln. Et on pouvait vivre comme partout en Europe de l'Ouest, de façon très libre dans cette zone de Berlin. Et en tout cas, à chaque fois qu'on allait en vacances là-bas, ma maman ou mon grand-père ou ma grand-mère nous emmenaient faire une balade à 1 kilomètre de leur appartement, de la Finaustrasse 20. Et il y avait des petites cahutes sur des, je sais pas comment on appelle ça, sur des petits miradors en fait, des petits miradors où on pouvait se tenir et regarder. Donc il y avait le petit mirador, le mur de Berlin, et on pouvait regarder par-dessus en direction de Berlin-Est dans le No Man's Land sur d'autres miradors, les miradors des douanes, et avec des barbelés et tout ça. Et comme enfant,
c'était un truc incompréhensible de me dire que on vivait là sur une sorte d'îlot de liberté, et de l'autre côté, ils avaient une autre vie, un autre monde, mais c'était en quelque sorte, c'était les mêmes. C'était aussi des gens, parce que ma grand-mère, elle a été séparée de certaines cousines pendant des décennies. Elle n'a pas pu les voir parce qu'elles étaient enfermées de l'autre côté. Et donc, on allait regarder là par les miradors sur Berlin-Est, en face, pendant des décennies. C'est vraiment, ça paraît être de la science-fiction quand on y pense, de pouvoir infliger ça aux gens. Bref, donc ça a duré 10 ans. Toute mon enfance, elle a été bercée par ces images. Et en 89, quand il y a eu la chute du mur, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais dans l'appartement avec ma maman au-dessus de Lausanne, où on vivait à l'époque. Et je me lève le matin pour aller à l'école. En 89, quel âge j'avais là 15-16 ans. Et j'arrive dans la chambre de ma maman. À l'époque, elle avait divorcé déjà, on vivait toutes les deux. Et elle était sur son lit. Elle pleurait. Et elle me dit le mur est tombé. C'était incroyable. Voilà, je mesure, tu vois, avec le temps qui passe, la charge émotionnelle que c'est tout ça pour toute la lignée, pour les grands-mères, pour ma mère, pour moi. Voilà. Et là, le mur est tombé. Et puis on a pu redécouvrir Berlin sous un autre jour. Voilà. Donc la ville après a changé à une vitesse phénoménale, incroyable. Voilà. Super, merci de nous partager ça, c'est très beau. Que d'émotions. Tu sais, moi je pensais pas du tout que ça allait me remuer comme ça. Je suis en train de faire ma psychothérapie là.